faudra démarrer au début, bien sûr. Hop, hop. Voilà, bah écoutez, bienvenue à ceux qui ont pu nous rejoindre en tous les cas. Donc aujourd'hui, nous organisons ce webinaire qui consiste à évoquer le sujet de l'audit, comment réussir un audit réglementaire et comment on peut surtout le mettre en place dans notre société, dans son entreprise. Et on va parler aujourd'hui avec Claire Cahuesco, donc qui est chef de projet international et experte MedTech chez Cosmo Consult, et Patricia Buffa, donc qui est présidente de SkyUnique et puis qui a une longue expérience dans les medtech. Donc le but aujourd'hui, bah, c'est de vous présenter un petit peu tous ces entrants. Il y aura une première approche qu'on va avoir qui sera plutôt sur les rappels réglementaires. Et puis on ira un petit peu plus dans le détail. Et enfin, ce sera Claire qui prendra plutôt la parole pour évoquer, j'allais dire, la partie technique, logiciel qui va nous permettre finalement de mieux comprendre ces aspects-là. Et donc l'agenda, je le fais rapidement, et puis je vous laisse la parole, et surtout Patricia. En premier lieu, le cadre réglementaire des dispositifs médicaux. On verra ensuite un petit focus, un petit zoom sur la partie Medical Device Regulation et FDA. Et puis enfin, c'est là où on va basculer sur la partie plutôt les outils informatiques, les logiciels, etc., qui vont être liés au medical device pour être validés. Et donc, on finira par finalement ce que Cosmo Consult nous faisons principalement, c'est-à-dire accompagner les medtech dans l'intégration de leurs outils, principalement ERP, puisque Cosmo Consult, c'est un intégrateur et éditeur de logiciels. Nous sommes 1500 dans le groupe, 60 en France, et nous sommes spécialisés dans les solutions Microsoft. Voilà pour l'introduction. Et donc, Patricia et Claire, peut-être un petit mot pour vous présenter, et puis je vous laisse démarrer. Merci Patrice. Patricia, je te laisse démarrer. Du coup, je suis Patricia Gruffal, donc moi, en effet, je dirige ScaleUnique et on accompagne de manière stratégique et opérationnelle les acteurs MedTech de l'innovation vers une croissance que j'appelle durable, donc soit en mission de conseil, soit en expertise intégrée à temps partagé. Donc avant ça, j'ai 20 ans d'expérience dans les fabricants de dispositifs médicaux, classe 2B, classe 3, plutôt hardware au début, et ensuite j'ai accompagné des projets pendant 5 ans et je continue à les accompagner maintenant, donc avec des solutions également qui sont plutôt software également, hardware, et beaucoup plus complexes qu'il n'y était il y a 15-20 ans déjà. Et je te laisse peut-être Claire te présenter aussi du coup. Très bien. Donc en effet, moi c'est Claire Carwesco, je suis chef de projet pour le groupe Cosmo Consult et j'ai également une casquette de consulting sur le logiciel qui s'appelle Microsoft Business Central, qui est un des 2 ERP de Microsoft, donc pour lequel je vais avoir également une expertise au niveau du medtech. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur l'intégration au niveau du logiciel, anciennement NAV, maintenant Business Central. Et j'ai également eu la chance de travailler des 2 côtés. Finalement, j'ai travaillé côté client et côté intégrateur, et notamment, donc j'ai travaillé pour le roll-out et l'intégration. Donc le roll-out, c'est tout ce qui est migration d'ancienne version Navision vers Business Central dans un contexte international et dans le secteur du medtech. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le profil, du coup, pour voir un peu et qu'on puisse adapter, puisqu'on veut faire Mhm. puisqu'on n'est pas nombreux, donc pour voir un peu s'il y a des éléments sur lesquels on peut focuser plus et sur des éléments sur lesquels c'est moins, comment Pertinent. dire, pertinent. Merci beaucoup. Moins pertinent, du coup. Est-ce qu'on procède par conversation ou... Oui, conversation comme on est peu nombreux. Ouais. Nathalie, vu que le micro a été ouvert, c'est parfait. Oui, c'est ça. Donc je suis Nathalie Panombo, je travaille pour Olien Médical et je suis la directrice qualité et affaires réglementaires. Très bien. Et on fait que du software, Ah oui, ok, ouais, comme Medical Device. d'accord. Ok, oui. Oui, donc, du coup, ok. Donc, on va peut-être adapter un petit peu aussi parce que, du coup, comme on est quand même sur les progiciels de gestion intégrés, souvent, il y a aussi la partie un peu hardware. Donc là, on pourra aller plus rapidement si besoin, et je pense, du coup.
si ça vous convient, Claire? Oui. Oui, oui, très bien. Donc l'idée, en effet, c'est d'avoir un cadre de respecter le cadre réglementaire, non pas pour faire plaisir aux auditeurs, mais plutôt pour avoir une architecture des entreprises qui va grandir et qui va gagner en efficacité et se structurer grâce à la maîtrise d'un point de vue de la réglementation et de la qualité intégrée dans la structure. Donc très rapidement, du coup, hein, parce que du coup, si vous êtes directrice qualité, vous savez tout ça, normalement. Mais voilà, au cas où, ce qui est important à savoir, donc c'est la réglementation des dispositifs médicaux et la réglementation des dispositifs médicaux in vitro depuis 2017 et en application depuis 2021 et 2022 qui ont fait une refonte complète et qui ont justement, de manière assez importante, mis l'accent sur les logiciels et la traçabilité à ce niveau-là par rapport à la partie conception, mais également la partie suivi, également après déploiement. Et à savoir aussi, si vous n'êtes pas encore aux États-Unis, que maintenant donc la FDA avec le 21 CFR Part 820 a harmonisé son Quality System Regulation vers l'ISO 13485, ce qui du coup permet pour nous Européens d'avoir un cadre qui est beaucoup plus favorable pour pouvoir couvrir désormais beaucoup mieux côté FDA avec la conformité ISO 13485 qu'on a quand on est une société de medtech en Europe. Voilà. Donc ça, c'est les premiers points à savoir. Et également, l'autre point sur lequel on pourrait insister sur cette slide, c'est la partie 27001 qui est la sécurité des systèmes d'information, qui évidemment, c'est devenu un sujet réglementaire à part entière, qui est très important puisque maintenant il y a des éléments d'outils de digitalisation qui sont cloud, les SaaS, la digitalisation qui s'est accélérée et du coup c'est de plus en plus challengé en audit cette partie-là et également il y a le IA Act donc qui est venu renforcer ces éléments-là. Et peut-être que Claire, si tu pourrais peut-être rebondir aussi sur justement ces éléments-là, comment ils sont intégrés maintenant par les structures que vous accompagnez dans les projets de digitalisation. Oui, en effet, donc Patricia, il y a énormément d'interrogations, sur les différents projets qu'on accompagne autour, justement de l'intégration, par rapport aux nouvelles technologies et à la comment est-ce qu'on va les intégrer pour mettre en place un ERP. Donc en effet, c'est des sujets qui reviennent régulièrement avec une certaine inquiétude puisque, en fonction donc, des entreprises que nous avons en face, nous avons des entreprises qui ne sont pas forcément encore tout à fait au fait, justement, de l'évolution de la réglementation et qui peuvent être un petit peu dans le flou quant, à la mise en place de la validation de leur logiciel et on en parlera un petit peu plus quand on travaillera sur le bloc 3. Donc, du coup, ce que je vous propose là, c'est de refaire un rapide coup d'œil au cycle de vie d'un dispositif médical qui part de la conception et qui se termine à la mise au rebut ou la finalisation d'un produit, que ce soit du hardware ou du software d'ailleurs, hein. Et ce que l'on peut juste voir, par exemple, ici, c'est le schéma, c'est histoire qu'on parle tous le même langage, qu'on ait les mêmes terminologies. Donc, tout dispositif médical a un cycle de vie. À gauche, on a tout ce qui est partie conception et R&D, qui génère un dossier qui s'appelle le Design History File, qui devra être maintenu tout au cours de la vie du produit, puisqu'il y aura des modifications qui seront apportées au produit et donc qui intégreront ce dossier. Donc ça, c'est un sujet aussi sur lequel on peut intervenir aussi beaucoup dans d'autres contextes, j'interviens également sur ces éléments-là, qu'il est important aussi de digitaliser, puisque c'est une masse d'informations, et sinon ça reste très compliqué de retrouver les éléments. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser un peu plus à la partie post-marché, après le marquage CE, comment on fait la gestion opérationnelle tout au long de la vie du produit depuis son marquage CE. Donc ça, c'est au centre de ces éléments-là, il y a ce qu'on appelle le DMR, le Device Master Record, qui finalement, c'est le pivot entre les deux zones, entre sortir de la conception, mais ça gouverne la production, la réalisation du produit ensuite. Donc, c'est lui qui va dire en fait finalement à l'ERP qu'est-ce qu'il faut, quoi faire, quelles sont les spécifications à respecter, quelles sont les matières à utiliser pour pouvoir produire, quand il y a du hardware évidemment, un dispositif médical.
Donc voilà, et la colonne vertébrale de tout ça qui est l'ISO 13485 et puis permet de mettre le cadre. Donc c'est trois mots vraiment à retenir: DHF, DMR et DHR. Le DHF, c'est la preuve de la bonne conception d'un dispositif médical. Le DMR, c'est le référentiel de production, point d'entrée de l'ERP et de l'ERP. Et ensuite, chaque lot de production ou chaque version de production doit démontrer qu'il est conforme à ces spécifications qui sont figées. Et le DHR, c'est la trace. DHR, c'est la preuve d'exécution lot par lot. Donc, je remercie Patrice de passer à la suivante. Et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle personne. Peut-être que ce sera peut-être intéressant si vous voulez vous présenter également. Comme ça, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. On peut s'adapter un petit peu à vos besoins si vous voulez vous présenter. Sinon, on peut continuer comme vous souhaitez. Je vois pas le cadre, mais ok. Bon, bah, je propose de continuer alors. Du coup, par rapport au bloc 2, on va faire un petit zoom sur les réglementaires, donc toujours à partir de la vocation qui est la supply chain, la production et la qualité opérationnelle. Si tu veux bien, Patrice, avancer. Voilà. Oui, bah alors du coup, il y a un sondage. Maintenant, vous n'êtes pas nombreux et pas forcément dans le hardware, donc je ne sais pas si vous pourrez répondre à ces questions, mais ça pourrait être intéressant de voir. En tout cas, il y en a une sur laquelle vous êtes forcément sollicité. Donc en audit, c'est quelle est votre principale difficulté, pardon? Est-ce que c'est de reconstituer un dossier de lot produit? Est-ce que c'est plutôt retrouver tout ce qui est partie preuve fournisseur? Ou est-ce que c'est justifier la validation des logiciels? Et le dernier point, c'est la traçabilité UDI de bout en bout. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre dans le chat si vous le souhaitez. Voilà. Oui, c'est Par contre, possible. Patrice, ce n'est du coup pas la bonne version. Ah, Petit toc de pardon. la présentation. C'est Mince. l'ancienne. Ok. Mais bon. Du coup, Alors, le chat, je vais regarder. c'est possible du coup, entre-temps, de pouvoir remettre la. C'est l'ancienne celle-là en fait. Mais bon. Oui, pendant Claire. que nos attendees, aucune vraie difficulté. Mais Nathalie, c'est C'est parfait, on a une magnifique. experte avec nous. Donc, ça veut dire aussi qu'on a des outils informatiques qui vous permettent facilement de retrouver les informations. Donc, ça, c'est bien. Oui, on est pas mal. On est assez mature sur le sujet. Génial. Mais bon, on est toujours perfectible. Comme tout le monde. Et c'est Yousra, bien de. peut-être. Oui. Pardon, Patricia, qui nous a Non, non, rejoint. vas-y. Yousra, peut-être, qui nous a rejoint, si vous voulez commenter dans le chat. Ou par avec le Reprendre micro. les 4 propositions, s'il vous plaît. Allô? Alors, du Oui, coup, Ah oui. oui. Alors Alors, attendez. vous Ah, une m'entendez? petite seconde, petite seconde. Tac. Vous pouvez aussi vous présenter peut-être pour nous dire, comme ça nous on peut savoir quel est votre intérêt, vos besoins, quel type de dispositif médical vous développez Je- par exemple ou produisez. Oui, c'est des dispositifs pour la chirurgie de la colonne vertébrale avec carte électronique. On n'est pas dans le digital. On a un software, mais c'est juste une tablette qui est connectée au dispositif pour pouvoir voir la trajectoire. Et je suis alternante actuellement en RAQA et je voulais participer à ce webinaire pour m'informer sur ce qui est en train de se faire en termes de logiciels qui pourraient aider la partie réglementaire. D'accord, très bien. Et du coup, pour moi, ce serait la réponse C, justifier la validation des logiciels. Très bien. Donc, Il c'est un viendra point qu'on va aborder justement tout à l'heure par rapport aux méthodologies de validation. Donc, j'espère que ça répondra à certaines de vos interrogations. Merci. Alors, Patricia, je suis désolé. Je crois que la version que j'ai n'est peut-être pas la dernière à jour, effectivement. Tac. aussi. Du coup, est-ce que
Ça, c'est après ou c'est avant celle-là? C'est après? Ça, c'est après, ouais, on Ah est oui, après. Donc, d'accord, donc c'est toujours pas la bonne. Ok, bon, bah, c'est pas mhm. grave. Il y aura des choses qui sont pas. On va s'adapter. Après, Qu'il faut. moi, je peux éventuellement. Non, c'est pas la toute dernière, c'est l'avant-dernière que j'ai là sur mon poste. C'est-à-dire, sinon, je m'occupe de partager. Patricia, ce que je te propose, commence et je vais Alors, rattraper, moi, la version dans le ouais, mail et je prendrai le partage. ok, non, pas de souci. Donc, du coup, ce que je vous propose là, en effet, c'est de voir un peu tous les éléments de la production, on va dire. On va commencer par la partie achat et qualification fournisseur. Donc là, s'il y a deux choses en effet importantes à retenir, c'est la première, la règle est très très simple, c'est qu'on ne peut pas utiliser un composant critique d'un fournisseur que nous n'avons pas qualifié. Donc ça correspond aussi bien pour la partie, de conception, vérification, validation que pour la partie, de production évidemment. Donc et cette qualification, elle doit être documentée, elle doit être accessible et elle doit être maintenue dans le temps. Donc il arrive parfois de voir du coup en effet des systèmes un peu sous forme de tableur avec des informations sur les fournisseurs, mais on a aussi des informations sur les composants qui sont dissociés. Et donc ça amène vraiment une difficulté d'accessibilité rapide en cas d'audit et qui est souvent qui est possiblement à source de vulnérabilité, on va dire, dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un des points importants quand on commence à devoir aller chercher des informations. Donc pour la qualification, des fournisseurs, l'important en effet, c'est un, comment le sélectionner, 2, le qualifier avec des éléments objectifs et ensuite de le réévaluer périodiquement, souvent tous les ans, mais ça peut changer en fonction de la typologie et du risque des dispositifs médicaux. Donc voilà, donc est-ce qu'on pourrait passer voilà. Ah! Il y a un Alors, deuxième. je viens de reprendre la main pour aller sur la dernière version. Alors, il est un petit peu long. Yes. Et voilà, et le Voilà. suivant. Le suivant, alors excuse-moi, Ouais. il est un peu dur d'oreille. Pas de souci, t'inquiète. T'inquiète. Et Ouais. voilà, espérons qu'il ne Ok, bouge pas. C'est bon. d'accord. Donc la deuxième partie, une fois qu'on a les composants, on a tous les éléments, bah, c'est pas tout ce qui est l'ordre de fabrication qui est au cœur du DHR. Donc je répète, DHR, c'est le Device History Record. Donc c'est comment gérer la production et l'ordonnancement d'un dispositif médical. Donc l'ordre de fabrication, c'est le document pivot. Il permet de tout relier, les matières avec les numéros de lot, les équipements, qu'ils soient qualifiés, calibrés, etc. Donc, il y a aussi des qualifications logicielles sur les équipements qui sont utilisés en production sur tous les procédés critiques, les opérateurs, les contrôles réalisés. Donc, l'ensemble, finalement, c'est la preuve ultime en audit qui va forcément être challengée. Et ce n'est pas un document qu'on va remplir à la fin, c'est vraiment quelque chose qui se construit à partir de tous les enregistrements. Donc évidemment, il est plus simple pour la partie juste purement logicielle. Par contre, quand on est dans des dispositifs qui sont hard, avec plusieurs composants, plusieurs assemblages, c'est des éléments qui peuvent avoir des données importantes. Et si les données ne sont pas connectées, si c'est beaucoup sur la méthode un peu papier ou quoi que ce soit, la reconstruction, ça peut prendre des jours. Voilà, donc et entraîner beaucoup de risques d'erreur. Ça, c'est l'élément important, surtout avec un possible rappel de l'eau sur, un dispositif qui serait déjà, chez les clients. Et Le en effet, on peut souligner, nous, que dans les clients que l'on accompagne, cette problématique de rappel de l'eau, c'est une problématique qui revient régulièrement et qui peut causer des soucis aux entreprises, qui dispersent un petit peu, les informations et qui ne disposent pas d'outils qui permettent de centraliser pour remonter facilement et faire des rappels efficaces, en cas de souci quelconque. Et c'est vrai que souvent on pense aussi que, pour, gérer ces éléments-là, c'est une question de taille, c'est-à-dire il faut avoir une certaine, taille de société, mais en fait non, enfin pas forcément. Finalement, c'est plutôt une question d'architecture, d'infrastructure et une PME, petite structure, elle sera beaucoup plus réactive d'ailleurs et tout ça s'installe, de manière à pouvoir ensuite, suivre toute la levée et le scale-up de la structure. Donc oui, oui, c'est des choses en effet qu'il ne faut pas forcément oublier et qui sont importantes de digitaliser.
Merci Claire pour ton élément. Et donc, alors la troisième partie, on va dire, c'est tout ce qui est la partie un peu UDI, étiquetage, avec EUDAMED, évidemment, qui est apparu récemment avec la réglementation des dispositifs médicaux. Donc, l'UDI, c'est vraiment la grande nouveauté du MDR, enfin, une des grandes nouveautés du MDR, avec les deux éléments de niveau, l'UDI-DI qui, lui, identifie le modèle, la référence, il est stable, il ne change pas d'un lot à l'autre, alors que l'UDI-PI, lui, il identifie l'unité de production, qui peut être par lot ou par numéro de série, en fonction de l'intérêt de la structure et en fonction aussi de typologie de dispositif médical. Par exemple, un implantable, il n'y aura pas le choix, ce sera un numéro de série unitaire pour pouvoir suivre exactement chaque produit où il se situe. Donc, ce UDI-PI, il change à chaque lot ou numéro de série. Le lien entre l'UDI-PI et le numéro de lot, il doit être automatique. Si vous gérez dans deux systèmes différents, ben là, on crée encore une autre partie d'erreur ou de risque potentiel dans la traçabilité. Donc, voilà, un lien entre ces parties-là est vraiment importante. Puisque DAMED, là, la base de données européenne des dispositifs médicaux est maintenant partiellement opérationnel, on va dire. Ça a mis le temps, mais ça y est, ça devient opérationnel et ça devient obligatoire aussi pour certains modules à partir de mai 2026. Et l'idéal est que l'outil qui suit la partie un peu gestion opérationnelle, qualité opérationnelle et gestion de production alimente EUDAMED automatiquement pour éviter les doubles saisies, les erreurs de double saisie. Voilà, tu peux passer à la suivante si tu veux bien. Alors, parler de la partie un peu logistique, donc amont-aval, qui va en fait finalement parler du besoin client. En fait, enfin, ça peut être là, c'est vrai qu'on a accentué là plus sur la partie contrôle à réception, mais on peut aussi rajouter la partie client, base de données client, qui peut être intégrée également dans un même outil, la partie CRM en fait. Donc, la traçabilité, elle commence pas à la production, elle s'arrête pas à la livraison, elle commence vraiment depuis les achats ou depuis la compréhension du besoin client jusqu'à la partie de post-market surveillance. Et aucun lot, en fait, ne pourrait entrer en production, on va dire, si des réceptions n'étaient pas conformes, par exemple. Donc, c'est règle de sécurité de base. Alors qu'en côté aval, les rappels, on revient toujours et souvent sur des rappels de lot, puisque c'est là où viennent les problématiques. Et il faut pouvoir identifier rapidement tous les clients qui sont concernés par un rappel de lot. Voilà. Donc, je te laisse peut-être aller sur la slide suivante. Donc là, on va parler un peu de manière très pratique la partie exigence liée à la surveillance post-marché et au système de management de la qualité opérationnelle. Donc, la réglementation des dispositifs médicaux a changé fondamentalement la manière de faire le suivi post-market, qui était avant beaucoup plus réactif et qui est maintenant nécessaire d'être proactif avec un plan. Donc, c'est vraiment plus des cases à cocher ou je n'ai pas de retour, donc tout va bien, mais vraiment une recherche d'informations à ce niveau-là. Et le PMS, le post-market surveillance, il intègre toutes les dimensions de la société, et notamment la partie justement production également, ou toutes les non-conformités de production par exemple, mais également tous les retours clients, tous les incidents vont être collectés et alimenter la surveillance post-marché. Donc, ça peut déclencher des mises à jour de toute la documentation, soit de l'évaluation clinique évidemment, l'analyse de risque. Donc vraiment, toujours un lien de tous ces éléments pour pouvoir éviter de dupliquer les informations à différents endroits. Donc, voilà pour la partie QMS opérationnelle. Il y a également besoin de synergie avec l'ERP puisque quand on a une non-conformité de production, finalement, on va ensuite derrière appliquer des actions curatives, mais également potentiellement des actions correctives, actions préventives. Donc ça, c'est des points qui sont importants à suivre et à structurer plutôt que le faire à retour, enfin le faire de manière rétroactive. Évidemment, l'alimentation des revues de direction avec les KPI.
donc qui se fait également du coup avec les données de production ou avec les données collectées via l'outil qui va suivre le cycle de vie du dispositif médical. Et puis, évidemment, la partie audit interne, maîtrise des documents qui qui est facilitée par une digitalisation du suivi. Si on peut peut-être, je pense, voilà, on avait un deuxième. Ah bah voilà, celui-là, du coup, on l'a déjà fait tout oui, à l'heure. terminé. C'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ce que je propose là, c'est que, bon, voilà, tout ce que j'ai décrit là, c'est de manière assez rapide les exigences et les données. C'est des données qui doivent être collectées, qui doivent être liées, archivées, qui doivent être accessibles rapidement lors d'un audit. Et la question n'est plus vraiment, à mon sens, maintenant faut-il avoir un outil, mais plutôt de se dire quel outil et est-ce que cet outil sera lui-même conforme. Et donc, ça fait la transition pour te laisser la parole, Claire, sur la partie un outil informatique lié à une activité DM critique qui doit être validé. Et donc, si tu peux nous parler un peu de la partie validation des outils informatiques. Merci Patricia, et j'en profite que nous sommes en comité réduit pour poser une petite question à nos auditeurs aujourd'hui. Donc, quand vous allez mettre en place un outil informatique aujourd'hui, dans le cadre des activités par rapport de vos activités, donc dans le secteur medical device, est-ce que vous avez des inquiétudes particulières? Je dirais que non. Non, mais si on a quelqu'un de très averti en face. Non, mais après, enfin, c'est pas qu'on est parfait, mais c'est comme on fait que du logiciel, il y a beaucoup de choses qui sont quand même plus simples et on n'a pas 50 logiciels, ils sont déjà actés, validés, enfin, on a déjà tout en place et c'est rare qu'on en ait un supplémentaire en fait. D'accord, donc oui, Et en on effet, a la procédure a été éprouvée, et tout est en place pour faire ce qu'il faut, quoi. c'est ça, donc vous êtes plutôt Mm. confortable. Mm. Alors, donc on va avancer un petit peu. Donc nous, on va repartir un petit peu sur des basiques. Donc ce qu'on a vu avec Patricia, c'est qu'en effet, on a des réglementations qui vont imposer un certain nombre de choses. Et sur ces réglementations, au niveau du logiciel, on a vraiment des exigences qui demandent une validation logicielle et ça a été explicité dans les textes. Donc, quand on parle de l'IVDR pour tout ce qui est dans le diagnostic in vitro, pour le medical device, le MDR, et sur la FDA, on a ces obligations explicites qui sont entrées en vigueur de façon progressive. Alors, la FDA, c'est depuis 1997, et puis c'est un petit peu plus récent pour l'IVDR et la MDR. Finalement, la notion d'obligation est effective que depuis 2021 et 2022. Donc, ces différents textes, ils vont notamment demander une exigence de mise en place et de maintien. La problématique qu'on peut avoir, nous, qu'on rencontre sur certains clients que nous accompagnons, c'est que nous allons, dans le cadre des ERP, toucher à des systèmes qui ont un cycle de vie long. Donc typiquement, un ERP, ce n'est pas un logiciel que vous allez changer tous les matins et qui n'auront pas forcément été validés de façon préalable. Donc ça, c'est une des problématiques que l'on rencontre aujourd'hui sur certains clients que l'on accompagne. Par rapport aux audits, ce sont quand même des points qui remontent régulièrement. Patricia, tu as peut-être quelques petites retours terrain à nous faire à ce niveau-là. À quel moment potentiellement les auditeurs vont venir réclamer des preuves de validation du système? Alors, ce que moi je constate systématiquement, c'est que bon, le premier audit, quand on commence un audit, soit MDR, soit ISO 13485, on va demander à avoir une procédure de validation des logiciels. On va pas forcément aller chercher tout de suite les enregistrements, mais on va commencer à se poser la question, c'est quoi les outils que vous utilisez? Qui peuvent être utilisés aussi bien dans la conception, dans la partie production, et dans la partie suivi client. Et là, de se poser et de savoir si la question s'est posée de, la criticité de ces, de enfin la criticité, pas la criticité, mais on va dire plutôt la est-ce qu'il nécessite une validation complète ou une validation allégée? En tout cas, ces éléments-là. Par contre, au deuxième audit, souvent, on va vraiment rentrer beaucoup plus dedans. On va prendre par choix
un des logiciels que la société va montrer comme étant un outil utilisé dans le cadre du QMS ou de la production, ou tous ces éléments-là. Et dans ce cas-là, on va commencer à vérifier. Alors, dites-moi, montrez-moi les enregistrements de validation des logiciels. Et là, souvent, ça devient beaucoup plus corsé pour les structures, une grande partie des medtech. Et comme expliqué par Patricia, la réglementation évolue avec l'évolution digitale. Donc, on a vraiment une problématique de maintien de ce système de validation en continu avec le cycle de vie de l'entreprise, mais également le cycle de vie réglementaire et du logiciel. Donc, par rapport à la validation logicielle, donc le niveau de connaissance que vous avez aujourd'hui, est-ce que nous sommes plutôt sur du A, donc j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas très bien le périmètre d'application. Du B, je connais très bien le périmètre d'application ainsi que les exigences réglementaires. Le C, j'ai été amené à dérouler une validation logicielle et je maîtrise parfaitement. Donc là, je pense qu'on a déjà quelqu'un dans l'auditoire qui est en C. Et donc la réponse D, j'ai été amené à dérouler une validation logicielle, mais j'ai été assistée et je manque de visibilité sur ce qui a été mis en place. Donc Yousra peut-être, ou aucune de ces réponses d'ailleurs au passage, hein. Elle a Elle répondu, raconte du Yousra a A. répondu A, oui. Ah, Ouais. le A, très bien. Et donc Nathalie, je suppose que nous sommes en C. Tout à fait, oui. Tout à fait. Allez. Ça fait quand même quelques années que je suis dans le médical et oui, Donc pour on le a coup, été pour challengé vous, plusieurs fois. c'est ça. Donc pour vous, ce Mm. sera peut-être un petit peu, vous connaîtrez peut-être les éléments que je vais vous faire passer en suivant, mais pour Yousra, pour le coup, Mm. on Pas de souci. sera un petit peu dans la nouveauté. Alors, donc déjà, qu'est-ce que l'on valide? Donc le principe de base qu'il faut se dire, c'est qu'on va valider tout ce qui a un impact direct ou indirect sur la sécurité du patient, la conformité réglementaire ou la performance d'un dispositif médical. On a différentes catégories de logiciels finalement qui vont être impliqués là-dedans. Donc on va avoir tous les logiciels impliqués dans les processus qualité. Donc typiquement, on a les ERP, donc comme nous, notre cœur de métier. On a également d'autres systèmes comme les QMS et les LIMS. Donc ça, ce sont des outils qui vont avoir un impact sur la conformité et la traçabilité. Bien évidemment, on a les logiciels de conception, donc des logiciels comme du SolidWorks qui vont nous permettre de concevoir des plans, par exemple. Les logiciels de fabrication et de contrôle, donc ça c'est également aisément compréhensible. On a besoin que le logiciel qui va diriger finalement la ligne de fabrication et les opérations de production soit également bien, bien robuste et bien validé pour assurer la sécurité. Et enfin, on a tout ce qui est logiciel embarqué. Alors les logiciels embarqués, donc c'est des logiciels qu'on va pas retrouver dans tous les dispositifs médicaux. Donc par exemple, dans le diagnostic in vitro, ça va être les logiciels qui vont aller, par exemple, gérer les rendus, les analyses de tests, par exemple. Donc, par exemple, dans les machines qui font les tests PCR. Mais on va aller plus loin, typiquement dans des dispositifs comme les pacemakers, qui sont maintenant, certains sont connectés. On va avoir également un logiciel à l'intérieur du système qui doit être validé, puisque là, on a un impact sur la sécurité de la personne qui le porte, puisqu'en effet, si le logiciel du pacemaker est défaillant, les données remontées seront défaillantes et potentiellement, on a un risque létal sur le sujet, à titre d'exemple. Ces éléments-là doivent être validés tout au long du cycle de vie. Donc, pourquoi est-ce que c'est vraiment important, cette notion de cycle de vie? Il faut savoir que la validation logicielle, sa genèse, en fait, c'est un scandale qu'il y a eu dans les années 85, qui est le scandale TERAC. 85 ou 95. Là, je vous avoue, j'ai un doute d'un coup. Donc, si vous, éventuellement, vous irez voir le scandale TERAC. Je crois que c'est 95, c'est pas 85. Donc, dans les années 95, on a des personnes qui sont allées passer des radiologies et qui ont été irradiées. Elles ont été irradiées tout simplement parce que le logiciel, en fait, qui maintenait donc la machine de radiologie n'avait pas été suffisamment bien validé. Donc, en fait, on a eu une mise à jour du système qui finalement entraînait une défaillance sur le software et qui, après utilisation, en fait, a mal géré finalement les doses de radiation. Et donc, on a eu des irradiations massives qui ont entraîné le décès de patients. Et c'est à partir de ce scandale-là qu'on a vraiment commencé, en termes de réglementation, à regarder de plus près comment le logiciel pouvait avoir un impact sur la sécurité du patient.
Alors, les grands principes de validation, donc là, c'est pareil, c'est des choses qui, que vous connaissez peut-être. Donc, à mon sens, il faut voir la validation logicielle comme c'est pas une série de tests ou le fait d'empiler des documents. C'est vraiment une démonstration structurée. Et cette démonstration, en fait, elle va s'appuyer sur 3 objectifs. Ça va être assurer la traçabilité, garantir la fiabilité du système et protéger l'intégrité des données. Donc la méthodologie de validation, elle va justement servir à apporter cette preuve, puisque sans traçabilité, on ne démontrera rien, sans fiabilité, on ne peut pas faire confiance au système, et sans intégrité des données, on ne va pas pouvoir parler de conformité durable. Ça, c'était pour introduire un petit peu les méthodologies. En termes de validation logicielle, on a également deux grandes approches. Donc, on a le Computerized System Validation, ou CSV, donc c'est l'approche traditionnelle qui existe depuis bien longtemps dans le monde du médical. Et on a le Computer Software Insurance, donc ça c'est une approche un petit peu plus moderne. La différence entre les deux, donc dans la première, on est vraiment sur une approche qui est très documentaire, avec de nombreux tests à effectuer, des protocoles qui sont très rigides. Et sur la dimension plutôt assurance, c'est ça, on est sur une approche qui va valoriser une approche critique avec des analyses de risque, quelque chose de beaucoup plus agile, finalement, qui va aller plutôt par rapport à l'utilisation du système et qui va être moins basé sur de la preuve documentaire. Alors, on aura de la preuve, on continue à garder de la preuve, mais on va avoir une analyse de risque qui est beaucoup plus au cœur du système. Et typiquement, les différentes réglementations vont de plus en plus vers le CSA et non plus vers le CSV, dans leurs attentes en audit. Alors, on parlait de méthodologie de validation. Est-ce que vous connaissez des méthodologies de validation logicielles? Je vous invite à ouvrir vos micros, parce qu'on n'est pas nombreux. En dehors de Ma part, non. méthodologie. Non? Non. Nathalie, peut-être que vous vous basez sur des grandes méthodologies. Je sais pas si ça a un nom. D'accord. Je sais Donc ce qu'on aujourd'hui, applique, mais après, vous avez votre est-ce référentiel que interne. c'est... Ouais. Très bien. Donc, pour le coup, pour notre part, on va aborder le GAMP5. Alors, qu'est-ce que l'approche GAMP5? Donc, l'approche GAMP5, c'est une méthodologie de référence pour la validation des systèmes informatisés et elle va être adaptée aux contraintes des industries réglementées, et ce sera plus particulièrement le pharma, les dispositifs médicaux, le life science. Donc, elle est à l'origine de qui elle provient, cette méthodologie. Donc, cette méthodologie, elle est encadrée par l'ISPE, donc c'est l'International Society for Pharmaceutical Engineering. Donc, c'est une organisation professionnelle internationale qui va regrouper des experts de l'industrie pharmaceutique. Donc, on n'est pas du tout sur une autorité réglementaire. Par contre, cet organisme va travailler sur différentes bonnes pratiques du secteur, donc pas uniquement la validation logicielle, mais sur les différentes bonnes pratiques à adopter. Et ils ont mis en place la méthodologie GAMP, donc maintenant on en est à la version 5, GAMP5, qui va viser à harmoniser les pratiques de validation entre les différents acteurs pour être plus efficace en audit et avoir plus de chances de la passer sans non-conformité, mais également qui va chercher à minimiser les efforts de validation, tout en garantissant la conformité réglementaire et également par rapport aux différentes certifications. Donc on a parlé tout à l'heure de l'ISO 13485. Il faut savoir que le GAMP s'appuie non seulement sur les réglementations, mais sur les différents référentiels et certifications qui sont en place dans le secteur du medical device et du life science. Donc, ce qui est très important sur l'approche GAMP, finalement, c'est de se dire qu'on va avoir une approche basée sur le risque et on va aller définir les niveaux de test par rapport à cette approche. On va regarder 2 niveaux, finalement. On va s'appuyer sur la catégorie du logiciel. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Il faut savoir qu'il y a 5 catégories de logiciels et qu'en fonction, finalement, entre la 1 et la 5, on va avoir de
on va aller d'une configuration très faible à une configuration, voire une customisation très forte. Et en fonction de la catégorie dans laquelle le logiciel va se situer, on va aller adapter le niveau de test. On va également adapter le niveau de test par rapport à une analyse de risque sur laquelle on va prendre les flux que l'on considère critiques d'un point de vue de la sécurité du patient, de la conformité réglementaire. Et dans ces cas-là, ces flux-là, les flux GXP, on va les considérer comme GXP, on va insister sur leur validation, voire on va se permettre dans ce système de validation d'aller faire des niveaux de validation très faibles sur des points qui n'ont pas d'impact du tout, par exemple tout ce qui est financier. Les flux financiers n'ont pas un impact sur la sécurité du patient ou sur la conformité réglementaire du dispositif médical, donc on va pouvoir se permettre de l'extraire du plan de validation. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des tests lors de l'implémentation du système, cela veut juste dire que pour minimiser l'effort de validation et de ce dossier finalement de validation qu'on va présenter en audit, on va orienter au niveau du risque et dire que ces flux typiques n'ont pas d'impact sur la sécurité du patient et donc qu'on peut se permettre de ne pas rentrer dans les détails de la validation. Le modèle GAN5, c'est également une approche en V. Donc une approche en V, qu'est-ce que c'est? Une approche en V, c'est une approche un petit peu qu'on va voir en entonnoir. Donc sur la partie gauche de l'écran, on va avoir toute la partie définition. Donc la définition, elle va se faire avec différentes phases. Donc de la phase finalement la plus large, donc on va aller faire un diagnostic métier de ce qui se passe vraiment au niveau du métier de l'entreprise. Et puis on va aller dans les détails jusqu'à la définition finalement au niveau du technical design. Donc le technical design, ça va être la spécification et la description en commun avec les équipes finalement des développements spécifiques si on a besoin de faire des développements spécifiques. Ensuite, on va avoir le plateau. Donc là, ça va vraiment être la réalisation finalement, l'installation, le développement du système, si on a besoin de faire des développements spécifiques, la configuration. Et puis ensuite, on va avoir les phases de vérification. Donc c'est l'autre partie du V. Ces phases de vérification, elles vont être du plus fin au plus large. L'idée, c'est de reboucler finalement le scope d'analyse de gauche pour couvrir complètement et avoir à la fin un système qui est vérifié, mais qui n'est pas vérifié uniquement sur un point de vue purement informatique, mais qui va être vérifié d'un point de vue utilisation opérationnelle par les équipes qui vont utiliser le logiciel. Donc, cette méthodologie, elle va être délivrée avec tout un nombre de livrables documentaires. Donc, on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais elle est bien évidemment accompagnée d'éléments qui vont cadrer cette démarche. Alors maintenant, si on fait une transition assez rapide avec la solution Business Central. Donc, Business Central, en standard, ça va vous permettre donc c'est un ERP qui va vous permettre de gérer tous les flux dans votre entreprise, donc que ce soit de la finance jusqu'à la production, en passant par le réappro, les achats, également la gestion des ventes. Et dans le cadre finalement du medical device, elle va nous permettre d'assurer finalement une conformité avec le DMR, comme expliquait Patricia. Donc tout ce qui est éléments de nomenclature, tout ce qui est gamme vont être conservés dans le système en lien avec ce DMR, mais également toute la partie DHR, donc pour la reconstitution finalement de l'history record, puisque tous les enregistrements vont être tracés dans le logiciel, que ce soit à partir de l'entrée en stock jusqu'à la sortie du stock, et ceci sera conservé finalement ad vitam aeternam dans le système par rapport donc grâce aux enregistrements qui ne meurent jamais. Donc on a tout ce qui est notion d'audit tray également là-dessus, avec la gestion des logs, la gestion des permissions utilisateurs. Et c'est un logiciel qui reste relativement généraliste. Et c'est là finalement que Cosmo Consult va pouvoir accompagner les équipes du secteur MedTech en donnant finalement déjà un petit peu plus de latitude en proposant des extensions. Donc, par exemple, on a un module qui permet de gérer la qualité. Donc, tout ce qui est par rapport, par exemple, à la gestion des contrôles qualité. Donc, c'est des choses qui n'existent pas sur le standard actuellement. On va avoir un module également qui est dédié à l'UDI. L'UDI, donc pour l'enregistrement des données liées à l'UDI, mais également l'étiquetage. Donc, tout à l'heure, Patricia a parlé un petit peu donc l'UDI PI, UDI DI. Et puis, on a également des solutions un petit peu plus avancées en termes de gestion de la production pour permettre un petit peu plus de fonctionnalité au système. La grosse plus-value également par rapport au secteur MedTech, c'est l'expertise que nous avons sur la validation logicielle.
On va vous proposer donc une validation accompagnée par la méthodologie GAN5. Cette méthodologie, elle est suivie et nos techniques d'implémentation suivent l'évolution de la méthodologie. Donc, ça met en exergue en fait derrière une assurance de conformité par rapport aux réglementations, puisque la GANT va également suivre les évolutions réglementaires. Et surtout, on va vous proposer une solution pré-packagée pour vous permettre d'accélérer la validation du système. Et je laisse la conclusion à Patricia. Super. Donc là, ce que l'on va faire maintenant, c'est un peu donner des outils pour évaluer n'importe quel logiciel de gestion intégré au MedTech, hein, finalement, qui peuvent être utilisés comme quand il y a une démonstration ou des choses, les questions à se poser à ce moment-là, quand on est devant une démonstration, par exemple, d'un nouveau logiciel. Donc la première des choses, c'est qu'en effet, on a parlé tout à l'heure, maintenant on est face à des solutions qui sont soit en SaaS, soit on-premise encore, ou alors en hybride. Chaque modèle a des implications qui vont être des implications réglementaires qui vont être spécifiques et directes sur la maîtrise de vos données et de l'environnement validé. Parce qu'on parlait, Claire a très bien expliqué la partie validation. Maintenant, un ERP SaaS qui va être updaté ou modifié sans que vous, en tant que fabricant, vous ayez la main dessus, va générer des questions au niveau de la validation. Est-ce qu'elle est toujours maintenue? Donc voilà, donc le RP SaaS, en effet, ça va libérer la gestion de l'infrastructure, évidemment. Par contre, ça transfère une partie des risques réglementaires également par rapport à ces éléments de mise à jour. Un ERP on-premise, lui, va donner le contrôle total de l'infrastructure, hein, puisqu'il va être en son sein, on gère. Mais par contre, il y a une charge de maintenance qui incombe au fabricant. Donc, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise solution, c'est juste que c'est un cadre différent et qu'il faut bien se poser la question de qu'est-ce qu'on met comment on anticipe tous les éléments. Donc, les questions à se poser, c'est évidemment où sont hébergées les données, c'est qui contrôle les mises à jour, à quelle fréquence, est-ce qu'on est prévenu avant ou non, est-ce qu'on peut bloquer les mises à jour. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un arrêt, une panne? Donc voilà, les enregistrements réglementaires, évidemment, ils sont obligatoires, ils doivent être maintenus en plus pendant 10 ans ou 15 ans selon si c'est un implant, après la fin de la vie du dispositif médical. Donc voilà, comment c'est archivé, comment on va garder toutes ces données. Et enfin, le fournisseur est-il lui-même certifié 27001 par rapport justement à la partie de sécurisation des systèmes informatisés. Donc ça, c'est le premier gros point, on va dire, de se poser sur... Oui. Je me permets juste d'ajouter un petit élément sur le point 1. En effet, c'est très intéressant par rapport à la problématique on-premise SaaS que tu as remontée. En effet, quand on valide, on ne valide pas le logiciel en lui-même. On va vraiment valider le logiciel dans son intégrité, donc c'est-à-dire également avec son infrastructure et en conditions de fonctionnement. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Et par rapport aux difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est avec l'évolution en fait du digital et tous les risques de cybersécurité, que l'on soit en on-premise ou en SaaS, on va avoir des problématiques finalement de suivi. On va presque nous imposer finalement pour garantir la cybersécurité du système, des montées en version qui soient finalement relativement rapides. Et donc, c'est un point très important que tu as soulevé. En effet, il faut bien penser à ce critère quand on choisit finalement un système. Donc le deuxième, on va passer assez rapidement, mais voilà, qu'il soit pensé ISO 13485 également, donc que ce soit dans l'ADN de l'outil avec des workflows qualité, des CAPA, des revues direction, comme on voyait tout à l'heure, tout intégré, enfin en tout cas intégrer, penser à les intégrer dans la structure, parce que c'est rarement un qui est, c'est comme dit expliqué aussi Claire, hein, c'est vraiment des modules, mais que ces modules-là, ils soient connectés et ils soient validables et validés également. Qu'il n'y ait pas de surcouche. Également, un audit trail inaltérable, on a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, donc en effet, cette notion de qui fait quoi. Donc là, ça offre la traçabilité de qui fait quoi, quand, comment, pourquoi. Et également la question de l'histoire réglementaire, c'est-à-dire de conserver et archiver tous ces éléments pendant le cycle suffisant réglementaire. Le point important, alors on revient sur la validation, c'est souvent quelque chose qui est omis quand on commence à se poser la question, et alors que c'est obligatoire, on l'a vu tout à l'heure, c'est une question légitime, c'est la réponse, elle peut varier
ça peut être différents acteurs, mais en tout cas, si c'est pas du tout anticipé, ça va entraîner un coût qui est vraiment très important et rarement budgété et s'il n'est pas contractualisé au début, ensuite, c'est compliqué de mettre en œuvre. Donc c'est En effet, important en effet. Patricia, tu parles du Oui, budget. Donc le budget, c'est important. C'est des choses qui ne sont pas forcément prises en compte dès le début des projets, mais également le temps. Le temps que oui, oui. nécessite la validation sur un projet est un temps qui est conséquent. Alors dans le cadre des ERP, c'est vraiment un cadre qui est très important. C'est vraiment donc c'est des choses auxquelles il faut également penser, dès lors que vous allez avoir un contrat à étudier. C'est que le temps soit prévu dans les plannings ainsi que le budget associé. Tout à fait. Un coût, en effet, hein, important en termes de temps et de délai. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je voyais l'heure qui passait, je me suis dit: «Ouh là là, je vais j'accélérais». Oui. Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est important de reprendre ça. Donc la traçabilité également, bout en bout, de pouvoir on en a parlé tout à l'heure, pas de faire des recherches, archives, pour pouvoir recouper, des clients concernés par un rappel de lot ou bien des composants, qui ne sont pas dont on ne sait pas le lot, dont on ne sait pas leur histoire et leur, réception, par exemple. Le 6e point, c'est la sectorialisée medtech. Il y a quand même une différence et souvent des ERP se disent: «Ouais, je suis life science» et donc comme tu le disais aussi tout à l'heure, c'est bien quand même d'avoir des modules spéciaux pour le medtech parce que le pharma et le medtech, c'est pas totalement la même chose et on a des éléments un peu différents, qui sont importants à prendre en compte. Donc vraiment, voir si, il y a des références en niveau medtech quand vous allez, être confronté à un choix de logiciels pour pouvoir vraiment être, dans le bon environnement. Et l'interopérabilité, donc on a parlé tout à l'heure, vous avez différents types de logiciels aussi, voir comment ceux-ci vont s'intégrer, puisqu'on peut avoir des IQMS, on peut avoir une gestion, documentaire, sous forme de GED, on peut avoir, de la conception comme on appelle le e-design control, donc c'est la maîtrise de la conception également informatiquement. Est-ce qu'il y a moyen de connecter tous ces éléments-là et d'éviter toujours ce que j'appelle les doubles saisies et qui, engendrent, déjà, une perte de temps, d'efficacité et un risque d'erreur important. Donc voilà, ça c'est un point important et en effet après il y a le dernier point, ce serait la partie, mise à jour encadrée. Alors il y a des mises à jour réglementaires et des mises à jour techniques, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est la réglementation, elle peut évoluer. Il faut en effet, pouvoir avoir l'ERP qui va évoluer, comme tu parlais tout à l'heure de la cybersécurité ou des éléments. Donc ça se renforce et c'est une partie qui est visible et on veut que ça s'adapte parce que ça on en a besoin. Et une partie un petit peu moins visible, c'est des mises à jour techniques que le fournisseur va pousser parfois et qu'on n'avait pas demandé, qu'on n'a pas envie parce qu'on a déjà beaucoup d'autres choses à faire en tant que medtech et bah, pourtant il faut quand même les prévoir et il faut quand même les anticiper ou au minimum se dire: «Ben non, je voudrais pas tout de suite avoir, ces nouvelles versions parce que, bah, ça va m'entraîner beaucoup de conséquences, qui pourraient, enfin, si un auditeur passait le lendemain d'un release alors que qui avait été fait sur une méthode SaaS et que, bah, ça vous impacte finalement votre validation, bah, ça peut engendrer des non-conformités. Donc c'est ce genre de choses qui sont importantes, à se poser. Donc voilà, du coup, je pense qu'il est important aussi d'avoir des environnements, sandbox. Ça arrive aussi ça et c'est assez intéressant parce que vous pouvez voir les évolutions et ensuite pouvoir, l'utiliser après avoir fait un bac à sable, de test. Voilà un petit peu pour les différents éléments et on a possiblement d'autres, mais je pense que déjà ça fait une bonne cartographie de petites questions à se poser, quand on veut, digitaliser. Alors ça parle de RP, mais ça vient aussi sur d'autres outils digitaux, qui on aura eu besoin dans la partie des medtech, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Comme on l'a dit tout à l'heure, en effet, c'est la méthodologie finalement de validation et sur tout logiciel qui a un impact sur la sécurité ou sur la conformité, par rapport au medical device. On va peut-être, vous laisser poser si vous avez quelques questions.